Cour qui demande un suivi de ses recommandations. Dans la série sur le Ramadan, le business des chaises et des bâches, le ndogu dans la communauté saoudienne, le dernier vendredi du mois béni de Ramadan et la prière Fayfat et aussi la chronique Ramadan. Et puis dans la rubrique métier la rubrique métier s'intéresse aux huissiers de justice. Ces officiers ministériels travaillent dans des cabinets, une profession semi-libérale. Ce sont des auxiliaires de justice. En ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan 2016, le président de la République a prié à la mosquée Al-Falah de Colobane, une démarche saluée par les responsables du mouvement Al-Falah pour la culture et l'éducation islamique. Dans son sermon, l'imam est largement revenu sur l'importance du mois béni et de ses bienfaits. El Hajj Ibrahima Kane invite le chef de l'État à rester constant dans sa démarche de dialogue. Des prières ont été dites pour une paix durable au Sénégal. C'est un reportage signé Aboubakri Kane. Le président Macky Sall a emprunté les ruelles sinueuses de Colobane pour venir sacrifier à la prière du vendredi à la mosquée Al-Falah. Jamatul Al-Falah, créé en 1940, est un mouvement de solidarité qui s'active dans le développement social. Dans son prêche, l'imam est revenu sur la bénédiction du mois, surtout en ces derniers jours. El Hajj Ibrahima Kane a appelé les fidèles à cultiver la solidarité, à sacrifier au rituel du Mouroum Koor, la zakat avant la prière de l'Aïd el-Fitr. En rappelant les qualités qui doivent accompagner l'action quotidienne d'un chef d'État, l'imam invite le président Macky Sall à toujours regarder devant, à privilégier l'action et à ne pas prêter attention au dénigrement. Après le sermon de l'imam, place à la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Au nom de Al-Falah, le secrétaire général Thierno Abdoulaye Ba a réaffirmé l'estime du mouvement à l'endroit du chef de l'État qui est déjà venu sur les lieux bien avant son accession au pouvoir. Une démarche qui confirme sa considération vis-à-vis des Sénégalais de quelque bord qu'ils se situent. Il a salué les réalisations du président de la République, notamment dans le monde rural et au profit des plus démunis. Le chef de l'État a salué la démarche de solidarité du mouvement Al-Falah dans ses volets éducation et santé. Le président Macky Sall compte l'accompagner dans ses activités. Des prières ont par la suite été formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité. À sa sortie de la mosquée, les fidèles, tout comme les riverains et autres ambulants du marché Colobane, ont exprimé au président Macky Sall la joie d'avoir prié avec lui, de l'avoir reçu dans leur localité, surtout en ce mois béni. Le président de la République qui a reçu en audience l'ancien directeur général de l'ANEJ, Abdou Khafor Touré, était accompagné de Abdoulaye Sow. Il s'est entretenu avec le chef de l'État sur des questions d'intérêt national. Khafor Touré s'engage à accompagner la politique de développement du président Macky Sall dans le seul souci d'apporter des réponses aux préoccupations des Sénégalais. Le voici à sa sortie d'audience. Le président de la République m'a fait l'honneur et le privilège de me recevoir ce matin pour échanger sur la situation du pays, échanger sur sa vision, sur le projet qu'il porte pour le Sénégal, sur ses ambitions pour le Sénégal, sur les événements qui ont cours dans notre pays. Vous savez que depuis le 28 mai, le président a ouvert un nouveau cycle, une nouvelle ère avec le dialogue national. Et dans ce sens-là,
nous avons échangé qu'aujourd'hui, il lance un appel à toutes les forces vives de la nation, à toutes les compétences pour venir le soutenir, travailler à ses côtés pour porter les défis, pour relever les défis de notre pays. Nous avons échangé globalement autour des questions d'intérêt national, autour des questions de la prise en charge des préoccupations des paysans, des artisans, des pêcheurs, des jeunes, des questions du monde rural, des questions globalement du pays. C'est surtout des questions d'intérêt national et des questions de développement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des avancées notables qui sont en train d'être constatées dans notre pays. Il y a aujourd'hui une ambition claire pour ce pays-là et je pense que toutes les énergies positives doivent être mobilisées pour accompagner le président de la République. Et nous avons donné notre accord au président de la République pour le soutenir dans son œuvre de construction nationale. Nous avons en définitive choisi d'être dans le camp de la construction que d'être dans celui de la déconstruction parce que, comme le président nous l'a dit, il veut rassembler autour de lui toutes les compétences de ce pays-là. Et nous avons répondu favorablement à cet appel. Nous avons rencontré le président de la République et nous avons discuté des questions d'intérêt national parce qu'il faut être aujourd'hui, il faut être un nihiliste absolu pour ne pas reconnaître qu'il y a des avancées notables dans la prise en charge des préoccupations de nos compatriotes. Le président de la République a également reçu Mme Binta Diop, envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine. La présidente de Femmes Africa Solidarité est venue rendre compte au chef de l'État des préparatifs du prochain sommet de l'UA prévu dans le courant du mois à Kigali. 2016 est déclarée année des droits de la femme avec d'importants projets dans les domaines de l'agriculture et de la formation. Voici Mme Binta Diop à sa sortie d'audience. Vous le savez, cette année, c'est l'année des droits de la femme. L'année dernière, c'était centré sur l'aspect économique par rapport aux femmes en Afrique dans l'agenda 2063. Donc, nous sommes venus rendre compte de la préparation du sommet qui aura lieu à Kigali au mois de juillet, mais également plusieurs dossiers. C'est voir quels sont les projets phares de l'Union africaine que nous voulons mettre en place dans les pays. Et un des projets phares, c'est le projet qui s'appelle IWA, c'est Empower Women in Agriculture. C'est vraiment les femmes dans l'agriculture. Et le Sénégal, comme vous le savez, est un champion en ce qui concerne les droits de la femme. La vision du président de la République, également, c'est de faire l'agriculture le point phare du PSE. Donc pour nous, c'était l'occasion de voir comment nous allons travailler ensemble pour faire en sorte que ce programme-là de IWA puisse réellement avoir l'impact au niveau de la base. Avec la Banque mondiale, avec les institutions comme, disons, les secteurs privés, mais également avec la BAD, nous sommes arrivés au point où les documents de mise en œuvre ont été adoptés. Donc c'était l'opportunité de le présenter au président et de voir comment actuellement financer ce projet et le mettre en œuvre au niveau du Sénégal. 8 autres États font partie de ce programme. Il s'agit également de la formation. Renforcer les capacités des jeunes et des femmes, je crois que dans le monde rural, et c'est de cela qu'il s'agit également d'une formation et des formations que nous allons faire, aussi bien dans mon mandat en tant qu'envoyé spécial par rapport aux militaires en Afrique, parce que nous savons que nous déployons nos militaires, mais il faut les sensibiliser. Et le Sénégal encore, étant au niveau du Conseil de sécurité, est un pays modèle qui peut montrer à d'autres pays comment il faut faire. Donc c'est tout autour de la femme en Afrique, mais également en particulier en montrant le modèle du Sénégal qui pourrait faire tache d'huile, parce que d'autres pays ont besoin d'apprendre ce que le Sénégal est en train de faire.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale a été reçu par le chef de l'État, une région de crise qui fait également face au terrorisme. Il est venu recueillir les conseils du président Macky Sall sur les questions liées à la paix et à la sécurité. Nous l'écoutons. C'est une région qui aujourd'hui connaît un certain nombre de crises, dont la question du terroriste Boko Haram, qui concerne à la fois l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. Et il se trouve qu'également beaucoup de soldats et d'autres forces de sécurité du Sénégal sont impliqués dans les missions de maintien de la paix et dans d'autres activités sur les questions de sécurité et de paix dans la région d'Afrique centrale. Donc je suis venu m'entretenir avec le chef de l'État sur ces questions pour obtenir évidemment son analyse et son point de vue sur ces questions pour me permettre naturellement davantage de mieux comprendre les positions qui s'expriment ici en Afrique occidentale. Et vous savez, jusqu'à récemment, il a présidé la CEDEAO. Il est question d'un sommet CEDEAO-CEAC, c'est-à-dire la communauté des États d'Afrique centrale, sur justement ces questions de terrorisme, ces questions liées à la paix et à la sécurité, deux régions contiguës, et on ne peut pas régler les problèmes dans une des régions sans l'autre. On le voit très nettement récemment avec les terribles événements du Cameroun et du Niger, qui sont deux pays respectivement d'Afrique centrale et d'Afrique occidentale. J'ai pris bonne note de tout ce qu'il m'a dit et c'est des choses très utiles pour moi dans la mission que j'accomplis actuellement en Afrique centrale. Le professeur Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, reçu par le chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, la SNHLM, l'IPRES, la Caisse de dépôt et de consignation et l'aide à la presse épinglée par la Cour des comptes. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Cour. Après le chef de l'État, le document a été présenté au président de l'Assemblée nationale à titre symbolique. Fanta Badji. Aucun État ne peut arriver à zéro manquement dans la gestion des finances publiques. C'est la conviction de Mamadou Adissar, président de la Cour des comptes. Son organe a décelé des irrégularités dans la gouvernance de certaines structures étatiques, comme il est du reste constaté chaque année. Le non-respect des dispositions légales relatives à l'aide à la presse, des lacunes du cadre juridique de la gestion et du suivi de l'aide à la presse, des difficultés de mobilisation des ressources allouées à la Caisse des dépôts et de consignation, des insuffisances dans le dispositif de rachat des créances par la Caisse de dépôt et consignation, un défaut d'accompagnement de la SNHLM par l'État, des insuffisances dans la gestion des programmes immobiliers et dans la prise en charge des sinistres subis par certains immeubles de la SNHLM. Le Parlement, ayant pour obligation de contrôler l'activité du gouvernement, apprécie le travail des magistrats de la Cour. Pour le président de l'Assemblée nationale, le document contribue fortement à l'instauration d'une gouvernance vertueuse. Tout cela participe à l'édification d'un État de droit qui doit être rigoureux dans ses dépenses, dans le but de préserver les ressources de la nation. Ces ressources, en particulier l'argent public, sont sacrées, car elles proviennent de l'effort demandé à chaque citoyen et à chaque citoyenne sur la prise en charge des aspirations des populations, pour soulager les souffrances, corriger les inégalités, financer les programmes successifs du développement concerté et équilibré, surtout dans les domaines prioritaires de la santé, de l'éducation et de la solidarité sociale. La Cour magnifie du reste l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative. Celle-ci permet à l'organe de bien exécuter son mandat. Je constate avec satisfaction que votre auguste Assemblée partage votre sollicitude constante envers notre institution. Cette nouvelle loi organique clôt le volet législatif du processus de réforme des textes de la Cour des comptes.
L'Assemblée nationale et la Cour des comptes envisagent de renforcer leur coopération. Les deux entités, qui ont la même mission de contrôle des fonds publics, veulent mettre sur pied une commission technique pour faire exécuter les recommandations contenues dans chaque rapport. Signature d'une convention avec la Banque mondiale, 12 milliards de francs CFA pour appuyer la chaîne de valeur de la filière arachide. La production et la Suneor, la Banque mondiale et la Suneor en sont les principaux axes. Ce financement vient renforcer celui de 34 milliards dans le cadre du VAP. Fatou Sakho. Renforcer les semences certifiées avec 40 000 tonnes, restructurer la Suneor pour sa privatisation, élaborer une nouvelle stratégie de développement du secteur et recenser les entreprises agricoles sont les objectifs majeurs de ce financement de la Banque mondiale. En apportant ce financement additionnel, justifié par les bonnes performances enregistrées par le WAP 2A, la Banque mondiale manifeste toute sa disponibilité à accompagner notre programme d'appui à la chaîne de valeur de la filière arachidière. Un secteur en souffrance depuis plus de 2 décennies. La chute de performance économique de la chaîne de valeur s'est traduite par la fermeture de la Suneor. Les réformes en cours justifient ce financement additionnel. Les réformes urgentes sont nécessaires pour permettre la relance de la chaîne de valeur arachide, pour améliorer la productivité et la compétitivité du secteur et la mise en œuvre réussie d'un processus complexe de restructuration et de reprivatisation pour la sélection de nouveaux investisseurs stratégiques pour la Suneor. Les résultats du Sénégal enregistrés dans le cadre du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest WAP sont probants. Je retiens pour m'en réjouir l'homologation de 10 nouvelles variétés d'arachides améliorées à haut rendement, 3 tonnes à l'hectare, la reconstitution du capital semencier national qui est passé de 11 400 tonnes de semences certifiées en 2013 à 24 600 tonnes en 2016, la mise en place d'une plateforme électronique où sont déjà enregistrés près de 800 000 producteurs. Ainsi, il apparaît clairement qu'à 2 ans et demi du terme de la première phase quinquennale du PSE, votre institution a quasiment respecté ses engagements financiers pris au groupe consultatif. Ce nouvel accord avec la Banque mondiale porte le volume de ses financements à près de 457 milliards de francs CFA, soit 91% de ses engagements dans le PSE. 12 milliards de la Banque mondiale pour soutenir donc la filière arachide, la production et la Suneor en sont les principaux axes. La corniche est entre le Môle 1 et le Lagon 1 a connu des dégradations suite aux fortes pluies des hivernages passés. Les travaux d'urgence de protection côtière et de restauration de chaussées sur la corniche est ont démarré pour une durée de 8 mois. C'est sous la supervision de l'Ageroute Awanyaï. Les fortes pluies enregistrées dans la région de Dakar en 2014 et 2015, accompagnées de houles avec des vagues dépassant les 3 mètres, ont entraîné des ravinements importants sur la corniche est entre le Môle 1 et le Lagon 1. Ce qu'on peut dire pour la consistance des travaux, elle concerne la protection du talus. Il y a aussi la reconstruction du mur de protection et la restauration de la chaussée. Vu l'importance de cette route de par sa position stratégique, l'État a procédé par appel d'offres d'urgence aux travaux de protection côtière et de restauration de chaussées sur cette partie de la corniche est d'une distance de 600 mètres. C'est une zone qui est instable et vous avez dû vous en rendre compte. Chaque année, on intervient dans ce tronçon-là, soit par la direction de l'environnement. Vous avez dû trouver 100 mètres plus loin des zones qui ont été réhabilitées plusieurs fois depuis plusieurs années et qui n'ont jamais réussi à être stabilisées. Ces dégradations ont rendu dangereuse la circulation automobile sur cette section qui a été fermée à la circulation par arrêté préfectoral. C'est des travaux quand même qui nécessitent une certaine technique. Parce qu'en ce qui concerne carrément la digue, là, ça ne nécessite pas beaucoup de personnes, mais ça nécessite des engins. Par contre, sur la 4e phase, là, quand même, on y aura du personnel. Et la 3e phase aussi, parce que le rechargement des gabions va se faire à la main. C'est un axe important qui permet d'accéder facilement à la ville, surtout aux heures de pointe, parce que c'est une corniche. Donc ça permet facilement d'accéder au centre-ville. Et en même temps, pendant les heures de descente, les heures de pointe de descente, ça permet aussi de pouvoir sortir facilement de la ville.
Les travaux d'urgence de protection côtière et de restauration de chaussées sur la corniche est de Dakar sont confiés à l'entreprise Eiffage pour un montant d'1,827 986 262 francs CFA. Les travaux ont démarré pour une durée de 8 mois. 47 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet parking payant lancé ce jeudi par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie. Le projet vise à lutter contre les encombrements. La commune de Gueule Tapée Fass Colobane et la collectivité locale pilote Anaïs Nyanyamane. C'est en grande pompe que la commune de Gueule Tapée Fass Colobane a accueilli le lancement du projet parking payant. Le programme de lutte contre les encombrements consiste à installer 4000 machines à l'énergie solaire destinées à réduire les embouteillages dans la région de Dakar. On va créer des emplois. Deuxièmement, ce qui intéresse tous les maires, c'est les recettes. Il y aura des recettes. Troisièmement, il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité parce qu'à terme, ça va servir de vidéosurveillance. Et un élément important, c'est que s'il y a un Wi-Fi, et ceux qui n'ont pas le Wi-Fi chez eux peuvent se mettre aux alentours et capter le Wi-Fi et regarder, surfer sur le net. C'est des avantages non négligeables. Parkeon et Canampi Sénégal sont les principaux partenaires de ce projet qui a une durée de 25 ans. Avec un investissement de 50 millions pour 10 000 eurodateurs. Mais nous allons démarrer d'abord par 4 000 eurodateurs pour la ville de Dakar, un investissement d'environ 23 millions d'euros. Je suis fier de participer à l'inauguration de ce premier projet de gestion du stationnement payant en voirie, qui est une démarche ancrée sur l'innovation, la modernité et l'amélioration du quotidien de nombreux usagers. Ce projet de stationnement payant qui devrait faciliter la mobilité urbaine sera étendu dans toutes les collectivités locales du pays. Je rappelle que le projet que nous lançons aujourd'hui n'est qu'à sa phase pilote. Votre commune, monsieur le maire, va nous servir de laboratoire. Mesdames, Messieurs, l'ambition affichée est grande. Mais pour atteindre nos objectifs, il nous faudra faire preuve de courage, d'engagement, de transparence dans la gestion et de conscience citoyenne et civique pour la surveillance et la protection des installations. C'est important. Au total, 10 000 machines seront installées sur tout le territoire national, ce qui devrait contribuer à la réduction des embouteillages et la pollution. Le concours général 2016, la cérémonie solennelle de distribution des prix aux lauréats est prévue le 28 juillet prochain. En prélude à cette cérémonie de l'excellence, le ministre de l'Éducation a organisé un point de presse, c'était ce jeudi. Il s'agit de partager avec les journalistes, des informations relatives au déroulement de la fête dont le parrain est le professeur Rawan Baye Pape Kolingom. L'édition 2016 du concours général a connu une évolution positive aussi bien en performance qu'en statistiques. Le nombre de candidats ayant participé à la compétition s'élève à 2564 et le nombre de distinctions décernées à 126 contre 124 l'année dernière, ce qui témoigne d'une bonne amélioration du niveau des élèves. Nous pouvons constater ensemble que malgré une année scolaire perturbée, d'excellents élèves existent toujours dans nos lycées. Dans plusieurs disciplines, des candidats ont obtenu des notes supérieures à 15 sur 20, notamment dans les disciplines comme les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre. Cette année encore, la maison d'éducation Mariama Ba s'est bien distinguée. En effet, elle dirige le peloton de tête des 3 meilleurs établissements et présente aussi la meilleure élève fille du concours général. Si nous analysons les performances des établissements selon le nombre de distinctions, sans tenir compte du nombre d'élèves, de la taille de l'établissement et du nombre de candidats présentés, la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée, selon le tableau de pondération, Mariama Ba a 29,75 points. Meilleur élève maintenant du concours général, classe de première et terminale confondue, c'est Ousmane Sissé du cours Sacré-Cœur, qui totalise donc 8 points. Meilleure élève fille du concours général, c'est Maguette Genungom de la maison d'éducation Mariama Ba de Gorée. L'édition 2016 de la cérémonie de distribution des prix se déroule dans un contexte particulier.
en ce sens qu'elle coïncide avec le 50e du concours général. Occasion pour les organisateurs de rappeler à la jeune génération les centaines d'hommes et de femmes qui ont marqué ce prestigieux concours qui couronne la crème de l'école sénégalaise. Cette année, les lauréats ont comparé le professeur et islamologue Rawan Bay. Le Sénégal veut adhérer à la norme spéciale de diffusion des données d'ici à 2017. L'ANSD travaille d'arrache-pied pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, l'agence a lancé la page nationale récapitulative des données, le PNRD, à Diop. Adhérer à la norme spéciale de diffusion des données du FMI, Fonds monétaire international, permettra au Sénégal d'élaborer de meilleures politiques de développement et de séduire davantage les marchés financiers. D'ici 2017, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, va relever le défi. Donc cette page va mettre à la disposition des autorités du pays, mais aussi à l'ensemble du secteur privé, des partenaires techniques et financiers du monde de la recherche, de l'éducation et du public en général, d'un ensemble d'indicateurs macroéconomiques qui va donner la santé économique et financière du pays, non seulement pour ses autorités, mais pour l'ensemble des investisseurs étrangers et des marchés financiers internationaux, qui va donc devenir la vitrine du Sénégal en matière de statistiques économiques et financières. Non seulement donc les autorités auront un outil de pilotage de l'économie beaucoup plus large, qui a une couverture sur 22 catégories, qui est un outil aussi qui va assurer la ponctualité de l'information statistique, sa couverture, son intégrité et sa qualité. Parce que simplement, c'est dans un standard défini par le FMI, et que dans le monde, il n'y a que 64 pays qui ont pu accéder à ce club très restreint. Avoir des statistiques fiables est un préalable à l'émergence. Le Sénégal, qui est sur la bonne voie, veut rejoindre les rares pays africains qui ont adhéré à cette norme, comme l'Afrique du Sud ou les îles Seychelles. Je dois préciser que l'adhésion à la norme, ce n'est pas simplement l'affaire de l'ANSD, c'est l'affaire de tout le gouvernement. Il faut que chacun joue son rôle, et ce message-là sera clairement exprimé à l'ensemble des ministres. Et je pense que l'ANSD, même pour ce qui la concerne, va faire un travail proactif pour appuyer ces services-là à pouvoir atteindre l'objectif. Pour l'instant, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a réuni tous les experts et a proposé un plan d'action avant l'adhésion prochaine du Sénégal à la NSDD. Les 493 ex-contractuels de la Sénélec vont réintégrer la Société nationale d'électricité. L'annonce a été faite ce matin lors d'un point de presse par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. La régularisation émane du protocole d'accord signé entre la CNTS et la direction de la Sénélec. Sur instruction du président de la République, le contentieux a connu une issue heureuse. Jeanne Dior. Le processus de négociation du contentieux qui oppose la Sénélec et ses ex-travailleurs contractuels commence à porter ses fruits. Suite à la signature du protocole d'accord entre la Direction générale de la structure et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, d'importantes décisions ont été prises. L'embauche des anciens prestataires le souhaitant se fera sur une période de 3 ans. 3 années avec des contrats à durée indéterminée, CDI. 200 seront recrutés en 2016, 200 en 2017 et 93 en 2018. Tous avec des contrats à durée indéterminée. Un test sera organisé pour procéder à un classement des prestataires qui dictera l'ordre d'insertion. À l'issue du test, les 200 premiers seront recrutés durant l'exercice 2016. Les prestataires restants seront mis à la disposition des sociétés d'intérim pour qu'en cas de besoin, la Sénélec fasse appel à eux en priorité. Dans une dynamique de résoudre ce contentieux qui a été soumis au plus haut niveau, la CNTS appelle à un respect du dit protocole.
La centrale syndicale invite aussi les 493 ex-agents de la Sénélec, une fois réintégrés, à préserver leur outil de travail. Nous les exhortons à défendre l'outil de travail, à devenir de vrais sentinelles face aux voleurs d'énergie qui font perdre à la Sénélec plus de 20 milliards de francs par an. C'est l'occasion pour nous de remercier M. le Président de la République, M. Macky Sall, pour toutes les instructions qu'il a données pour trouver une solution à cette situation douloureuse. Pour rappel, ces centaines de travailleurs avaient été démobilisés par la Sénélec. La régularisation de leur situation va sans doute apaiser le climat social de l'entreprise. Dans la rubrique métier, nous faisons connaissance avec les huissiers de justice. Ces officiers ministériels travaillent dans des cabinets, une profession semi-libérale. Ces auxiliaires de justice interviennent au début de toute procédure en amont et en aval de l'exécution des décisions de justice. L'huissier intervient dans le précontentieux pour donner des preuves, faire des interpellations, des sommations qui aboutiront à l'assignation. Louise Bidza. L'huissier de justice a toujours été caricaturé comme celui-là qui expulse, qui procède à la saisie des meubles alors qu'il a des attributions beaucoup plus larges. C'est un officier ministériel, c'est-à-dire quelqu'un à qui l'État concède une charge. C'est aussi un officier public, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de faire des actes auxquels la loi confère un certain nombre, une certaine qualité. Vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez des locataires qui vous doivent de l'argent ou à qui vous voulez signifier un congé. Le congé est un acte d'huissier. Après la plaidoirie des avocats, la décision des magistrats, c'est l'huissier de justice qui rend effective la décision des tribunaux. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Nous devons rendre effectif la justice, rétablir le créancier dans ses droits, sans ignorer la situation du débiteur à qui on doit permettre, dans la mesure du possible, de se libérer de ses obligations. La déontologie a une place importante dans ce métier. Ce qui fait la force du groupe, c'est le respect des règles par ses membres. L'huissier, dans l'exercice de son ministère, n'est pas au-dessus des lois. Les sanctions que le Conseil de l'ordre peut prendre vont du rappel à l'ordre à la proposition de radiation. Dans un climat d'adversité, le rôle de l'huissier consiste à consigner des preuves. Il m'a offensé, je vais saisir le juge, il faut que je puisse lui produire la preuve. Et les preuves que les huissiers constituent généralement, pré-constitution de preuves, sont de deux ordres. Le premier, c'est la constatation matérielle de fait, on appelle un procès verbal de constat. Le deuxième, c'est des formes de questions qui sont adressées à une personne à l'effet pour elle de confirmer ou d'infirmer, en tout cas de se prononcer là-dessus. Dans le cadre de la procédure d'expulsion, un délai de 24 heures est donné au locataire. Il est difficile d'accepter dans notre culture sénégalaise et africaine, devant tous les quartiers, de se faire vider d'une maison. À telle enseigne que très souvent les huissiers, avant de procéder à une expulsion, ils font preuve de beaucoup de conciliabule pour amener le locataire à s'exécuter lui-même, à s'exécuter volontairement. L'élément, la procédure la plus usuelle pour les huissiers, celle à laquelle on recourt le plus, c'est la saisie des avoirs qui sont contenus ou détenus par les banques. Pour davantage maîtriser les réalités du terrain, il leur faut une formation juridique. Il faut une maîtrise en droit ou en Master 2 en droit depuis le système LMD. Et après avoir acquis ce diplôme, il y a un concours pour faire le stage d'huissier de justice. L'huissier de justice a un cabinet, effectivement. Nous sommes, je dirais, une profession semi-publique ou semi-libérale.
parce que nous avons nos cabinets, nous exerçons, l'État nous donne des charges qui ne nous appartiennent pas bien sûr, qui ne font pas partie de notre patrimoine, mais ces charges, on ouvre des cabinets et donc nous sommes des professions libérales. Mais en même temps que nous sommes des professions libérales, nous sommes des officiers ministériels et donc nous sommes sous la tutelle du ministère de la Justice. Le métier est certes exaltant, cependant, les huissiers de justice ont des difficultés à exercer. Et ces difficultés sont dues à l'entendement que le grand public a de la fonction d'huissier de justice. Parce que pour eux, leur perception, c'est que sur le rôle de l'huissier de justice, pour eux, c'est que l'huissier de justice est un bourreau. Et donc le bourreau, c'est un oppresseur, s'il opprime la veuve et l'orphelin. Et donc par rapport à ça, ils ont des réactions d'opposition, des réactions de rébellion. Ce qui peut donc entraîner des menaces sur leur intégrité physique. Donc il est arrivé à des huissiers d'être séquestrés, il est arrivé à certains huissiers d'être battus. Et donc l'intervention de l'huissier également a causé beaucoup de troubles à l'ordre public, justement du fait que les gens ne comprennent pas très bien ce qu'il vient faire et sa place dans l'ordonnancement judiciaire. Et l'exécution des décisions de justice pour le grand public, c'est surtout les saisies. On vient dans les ménages pour faire des saisies, pour vendre leurs biens, ou bien pour les expulser de leur maison. Lors de ma première exécution, lorsque je suis arrivé dans les lieux avec l'assistance de la force publique, une personne qui se trouvait dans la maison, en préposé ou en parent plutôt du débiteur, avait pris en pilon. Et n'eût été l'intervention des gendarmes, il me l'aurait asséné. L'information et la communication, deux défis à relever pour persuader le grand public et mettre en sécurité les huissiers. Leur combat aujourd'hui fait comprendre aux citoyens que le droit à la justice entraîne forcément le droit à la réparation. La sensibilisation sur le rôle de l'huissier de justice, qui est le gage d'un procès équitable, reste le véritable plaidoyer. L'huissier de justice au sujet de la rubrique métier de ce vendredi, la série Ramadan, en cette période de Ramadan, moment de ferveur religieuse, la location de chaises et de bâches marche fort. Tous les jours, des conférences sont organisées par les daïras et les GIE de femmes, ce qui fait l'affaire des gens qui s'activent dans ce domaine. À Grand Dakar comme à Niary Tally, leur chiffre d'affaires augmente, surtout le week-end. Fatou Diouf. Le Ramadan, mois de baraka pour les propriétaires de chaises et de bâches. En cette période, nombreux sont les daïras et GIE de femmes qui organisent des conférences religieuses. Obligés de louer du matériel, les organisateurs mettent la main à la poche. La location de chaises et de bâches marche plus pendant le Ramadan. C'est une période où est organisée beaucoup de conférences religieuses. Il y a différents types de chaises et il y en a aussi pour toutes les bourses. Les chaises VIP et les bâches 10 mètres sur 7 sont plus prisées. Il y a des chaises en plastique avec ou sans bras. Les gens les utilisent pendant les mariages ou les conférences. Mais les chaises VIP sont plus préférées. Il y a celles qui mesurent 10 sur 7, 7 sur 6. C'est le 10 sur 7 qui est plus adapté aux conférences religieuses. Et puis, les prix dépendent aussi du secteur de livraison. Si le lieu est loin, on augmente la taxe puisque c'est nous qui transportons les chaises. C'est valable également pour les chaises VIP qui varient de 500 à 700 francs l'unité. La location de chaises et de bâches est une activité qui attire du monde, surtout pendant le Ramadan. Le vieux Khali a fait plus de 30 ans dans ce domaine. Je mène cette activité depuis 1982. À l'époque, j'étais sous la tutelle de quelqu'un, mais aujourd'hui, je gère mon propre business.
Je rends grâce à Dieu. Devant l'ex-cinéma El Mansour comme à Niary Tally, il s'en nommera à s'activer dans la location de chaises et de bâches. L'activité profite de la baraka du Ramadan. Si vous avez envie de manger de la bonne soupe au maïs au ndogu, il faut rejoindre une table de ndogu saoudienne. Le menu est riche et varié et la succession des soupes et autres samboussas est un régal pour le palais et les yeux.